Rebonjour à toutes et à tous, nouvelle séquence sur ce plateau pour parler d'un sujet qui sera de plus en plus présent dans notre vie quotidienne. Je parle de la mobilité électrique, un sujet que nous allons aborder avec BFCME qui va nous informer sur son action qui a pour objectif de faciliter le passage à la mobilité électrique. Comment? C'est ce que nous allons découvrir avec ces messieurs ici présents. Bonjour Thierry Brossier, vous êtes le coprésident de Bourgogne-Franche-Comté Mobilité électrique, basé ici à Dijon. Bonjour Jean-Marc Jacques, Bonjour. Vous en êtes le responsable développement. Alors Thierry Brossier, est-ce que vous pouvez déjà nous dire plus précisément qui est BFCME, votre association qui fait partie d'un réseau national, AVER, l'Association nationale pour le développement de la mobilité électrique? Alors, donc, Bourgogne-Franche-Comté Mobilité électrique est une association régionale créée en 2009. Mobilité, c'est le besoin de mobilité, de se déplacer, les personnes, les marchandises. Et puis électrique, c'est les solutions qu'on va aller chercher avec des véhicules électriques pour le faire. Donc, on a plus précisément deux missions importantes. Une mission de pédagogie, c'est-à-dire faire de la culture sur ce sujet de mobilité électrique, étant évidemment un sujet d'actualité en plein développement, comme on va le voir dans la suite. Et puis c'est également de rassembler l'écosystème, en fait tous les acteurs qui sont concernés par cette mobilité, en particulier cette mobilité électrique. Aujourd'hui, on a près de 50 membres. Et si vous me permettez, je vais citer tous nos membres qui sont présents ici au travers de stands. Pas. Et vous en verrez la diversité d'ailleurs. Parce que c'est grâce à eux qu'on existe. Donc c'est Dijon Métropole, c'est le conseil départemental de la Côte d'Or, c'est le CICECO, c'est La Poste, c'est SNCF, c'est la Banque des Territoires, c'est EDF, c'est Enedis, c'est Total Énergie, c'est Starenco, c'est Ecorse TP, Orvitis et IES Synergie. Voilà, donc en effet, ils sont tous présents les acteurs ici, qui sont là. Tous les acteurs qui sont ici. Dans le cadre du Salon des maires. Notre rôle, c'est de les rassembler sur cette thématique-là et de favoriser les échanges. Pouvez-vous nous donner, s'il vous plaît, quelques points de repère sur la mobilité, ces usages qui sont en pleine transformation? On le voit physiquement tous les jours, qu'on soit en territoire urbain, voire ailleurs. Alors, quelques repères, il faut partir du point de départ, en fait. La mobilité électrique est en plein développement parce que c'est un des moyens pour lutter contre le changement climatique et donc diminuer surtout les émissions de gaz à effet de serre dans les transports, qui sont de 30% en France, 20% en Europe. Donc, c'est une politique européenne qui se décline pour effectivement diminuer. Donc, c'est de là vient l'essor de la mobilité électrique avec des décisions très importantes et très engageantes qui ont été prises, à savoir arrêter la vente de véhicules thermiques en 2035. Donc ça, c'est quelque chose qui est énorme. Des véhicules neufs, bien sûr. La vente de véhicules neufs, oui, tout à fait, en 2035. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les constructeurs automobiles ont déjà pris le virage, si j'ose dire, et tous annoncent des gammes entièrement électrifiées en 2030. Donc tout ça, ça va très vite. Quelques chiffres rapides. Nous avons passé le cap des 1 million de voitures électriques et hybrides rechargeables en France, il y a un mois. Donc ça, c'est effectivement très important. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce parc a été multiplié par 2 en 2 ans. Il y a 2 ans, il y avait 500 000. Aujourd'hui, il y en a 1 million. Ça vous donne la proportion. C'est moins de 3% de part de marché fin 2019. Et là, au mois de novembre, on est à 21,8% de part de marché. On annonce des 40% autour de 2025 et 80-90% de part de marché d'ici 2030. C'est donc une accélération très forte qui va exponentielle, absolument, comme vous le dites, qui est en train de se produire. Et donc, notre rôle, c'est d'accompagner les acteurs et les territoires dans ce changement. Alors, Monsieur Brossier, il y a un sujet très sensible qu'il faut traiter aussi avec beaucoup d'attention, voire de pédagogie, concerne la sécurité et aussi les obligations réglementaires. On peut en parler un petit peu, si vous voulez bien? Oui, on y reviendra dans la présentation, évidemment. La sécurité, elle est évidente. De toute façon, alors, tous les 1 million de voitures électriques, vous voyez, on n'a pas particulièrement de sujet. Tous ces véhicules, évidemment, sont totalement homologués. Tout est pris en charge, tout est pris en compte. Ça nécessite des changements, notamment pour les personnes qui interviennent sur ces véhicules, dans les garages et tout. Il y a des habilitations électriques maintenant, des choses qu'ils n'avaient pas avant.
ça va nécessiter donc beaucoup de transformation de métiers surtout, et puis donc de formations nouvelles aussi dans ces domaines de l'automobile. Avec un certain manque de ressources connues actuellement dans la filière. Tout à fait, manque de ressources, mais enfin donc la transition, il y a une transition énergétique forte, et il y a une transition aussi au niveau des métiers, des formations, des compétences qui est en cours. Et on intervient d'ailleurs, Jean-Marc, aussi auprès de l'Association nationale de formation automobile dans notre région, par exemple. Bien sûr. Alors, Thierry, merci déjà pour toutes ces informations. Thierry Brossier, l'un des axes principaux de votre action consiste donc à sensibiliser, à former aux nouveaux usages que génère cette mobilité électrique dont nous parlons. Vous déclinez sur le territoire de Bourgogne-Franche-Comté un programme dédié qui s'intitule Advenir Formation, avec un S. Quels en sont ces enjeux, ces principaux objectifs ? Alors très rapidement, le programme Advenir Formation, donc c'est un programme national donc qui est porté par l'AVER France, qui est l'association nationale avec laquelle nous sommes en lien étroit, et qui est donc validé par le ministère de l'écologie et l'ADEME. Donc c'est un programme de pédagogie pour accompagner les acteurs dans les territoires dans cette transformation. Donc on fait de la pédagogie, ce qu'on va faire vous montrer après, c'est un extrait, parce que normalement ça dure 1h30, une séance, donc voilà, on a essayé de comprimer au maximum. Et bien, nous adressons à 3 cibles en fait, les élus, donc c'est pourquoi nous sommes bien présents aujourd'hui ici, puisque les collectivités locales sont très concernées par ce sujet, tant pour elles que pour leurs concitoyens. Nous intervenons aussi auprès des professionnels de l'immobilier parce que là aussi, il faut équiper, et notamment les immeubles. C'est 7 millions de parkings qui sont concernés, potentiellement concernés par la chose. Et puis nous intervenons aussi auprès des étudiants, comme j'ai pu le dire, pour leur parler de l'avenir, de leur avenir en particulier, quoi. Alors Jean-Marc Jacques, on va bien entendu parler de ce programme un peu dans le détail. Je vais vous laisser la main pour faire l'exercice de quoi s'agit-il, à qui s'adressent ces formations très spécifiquement, comment est-ce qu'elles sont organisées, quels sont les contenus. Merci de nous dire cela, si vous voulez bien. Très bien. Avec le sourire. Merci. Donc, comme Thierry l'indiquait tout à l'heure, donc ce programme s'adresse donc à ces 3 cibles: professionnels de l'immobilier, apprenants et collectivités au sens large. Généralement, ce sont des réunions qui durent 1h30 à 2h, aussi pour favoriser les échanges avec un jeu de questions-réponses, bien sûr. Et ce sont des interventions totalement gratuites, compte tenu du fait que le programme Advenir Formation est financé par les programmes CDSE, certificat d'économie d'énergie. Non, je vous laisse. Je vous laisse dérouler. Oui. Je sais que vous avez beaucoup de choses à nous dire. Je vais dérouler les quatre chapitres de cette présentation. Oh là, la zapette. Je reviens. La zapette s'énerve. Voilà. Les présentations donc comptent 4 chapitres. Le premier, on revient sur un état des lieux, le pourquoi on en est là, d'où vient la mobilité électrique, un état des lieux actuel et un peu de futur. Ensuite, on aborde les questions réglementaires, la réglementation actuelle, mais également la réglementation à venir. Ensuite, une partie un peu plus pratico-pratique, technique, comment ça fonctionne, quelle puissance de charge, comment ça marche, quelle prise, quelle borne, à quel endroit, combien ça me coûte, etc. Et ensuite, on aborde évidemment toutes les aides qui sont prévues pour vous, notamment en termes d'aide, j'allais dire intellectuelle, mais aussi aide financière, évidemment, avec les subventions. Donc, au niveau de ce premier chapitre, on indique surtout que la mobilité électrique est une solution pour améliorer la vie de nos concitoyens, notamment en termes, par exemple, et pas que, mais le bruit. Pour plus de la moitié des Français, le bruit des transports est la principale source de nuisances sonores, mais aussi la voiture électrique qui est une des solutions pour améliorer la qualité de l'air et diminuer la pollution atmosphérique. Amélioration de la qualité de l'air pour nous, pauvres humains, au niveau de nos organismes, mais aussi au niveau des cultures, de la biodiversité et des bâtis, tout simplement. On a tous vu des bâtiments noircis par la pollution atmosphérique. Parce qu'il faut savoir qu'en France, 1/3 des émissions de gaz à effet de serre sont dues rien qu'au niveau du transport.
davantage que l'agriculture, davantage que le chauffage de nos habitations, de nos industries ou de nos espaces publics. Et dans ce tiers, la voiture particulière, le véhicule léger, représente à lui seul la moitié des émissions de gaz à effet de serre liées au transport. Donc si du jour au lendemain, d'un coup de baguette magique, on parviendrait à supprimer tous les véhicules légers utilisant une énergie combustion de carburant fossile, on améliore quand même du jour au lendemain la qualité de l'air. Terre léger, c'est 70% de... C'est ça. Effectivement, si on ajoute, ça fait 20% de plus. Il faut savoir qu'en France, parce que souvent les détracteurs de la mobilité électrique nous disent « oui, mais construire des véhicules électriques, c'est très polluant ». Alors oui, ils ont raison sur la partie fabrication. Parce que même si construire un véhicule thermique ou un véhicule électrique, ça revient quasiment au même, l'impact environnemental est quasiment le même. Évidemment, ce que n'a pas un véhicule thermique, c'est la batterie du véhicule électrique. Et là, on voit sur ce schéma que l'impact est quand même pas négligeable. On le double pas, mais on en est quand même pas loin. En revanche, très rapidement, sur sa phase d'utilisation, sur sa phase de roulage, évidemment, l'impact environnemental d'un véhicule thermique est infiniment plus important que l'impact de l'utilisation du véhicule électrique. J'insiste bien, en France, compte tenu du fait que la France a fait le choix d'une production électrique décarbonée qui repose essentiellement sur le nucléaire, ça en fait la une de l'actualité en ce moment. Donc, on peut considérer qu'en France, le bilan CO2 du véhicule électrique est environ 5 fois inférieur qu'un véhicule thermique, un véhicule comparable évidemment. Et là, l'étude a été posée sur une utilisation d'un peu plus de 200 000 km. Alors, ce qui est important pour les collectivités, et vous en avez la compétence, c'est d'installer les bornes sur le territoire. Mais pour qui et à quel endroit ? Les bornes se destinent tout d'abord aux habitants propriétaires de véhicules électriques qui n'ont pas forcément la chance, et on l'a évoqué tout à l'heure en introduction, qui n'ont pas forcément la chance d'avoir un pavillon et encore plus une place de parking attitrée. La moitié de nos concitoyens vit en habitat collectif. Donc, eux aussi ont la possibilité et auront la possibilité de se recharger sur leur garage, leur box ou leur parking privatisé. Mais il y a tous les autres qui n'ont pas cette chance et donc qui vont devoir se recharger sur le domaine public. Et c'est là où vous intervenez. Mais également, de plus en plus de professionnels roulent en véhicule électrique. De plus en plus de cadres ou d'employés se voient confier des véhicules de direction, des véhicules de fonction, de société qui basculent vers l'électrique. Donc eux, à titre professionnel, auront besoin de recharger également leur véhicule électrique. Et vous avez aussi toutes les professionnels, professions libérales, infirmiers, ou toutes les sociétés d'intervention auprès des particuliers, ADMR et autres, professions pour aider les personnes, qui électrifient de plus en plus leur parc. Et enfin, sur le domaine public, vous avez tout à chacun qui a besoin de pouvoir se recharger lorsqu'il arrive à destination, lorsqu'il a fait ses 200-250 km, ou tout simplement en transit, là aussi, lorsqu'on décide de partir en vacances ou à titre professionnel, d'avoir à recharger une fois ou deux pendant la journée. Donc voilà l'importance d'installer les bornes sur le territoire et pour qui ça se destine. Autre point très important, vous avez la mise en place de zones à faible émission mobilité. Pour l'instant, ça ne concerne que très peu d'agglomérations, mais il faut savoir que d'ici 2025, toutes les agglomérations de plus de 150 000 habitants devront mettre en place ces zones à faible émission mobilité, ce qui indique que les véhicules les plus polluants, très polluants, ne pourront plus entrer dans ces zones. Et pour cela, on s'appuie sur les vignettes CRIT-R qui vont de 0 à 5, 5 étant les véhicules très polluants, 0 étant les véhicules électriques. Pour l'instant, seuls ces véhicules ont cette vignette 0. Donc, l'importance, ça également. Et on est tous concernés, à Dijon a fortiori, mais même en zone rurale, parce que pour des raisons familiales, culturelles, médicales, sportives, j'en passe et des meilleures, on sera tous amenés, tôt ou tard, à aller dans ces zones à faible émission, à Dijon, à Lyon, à Strasbourg, à Paris ou je ne sais où. Donc ça, c'est également un point très important à avoir en tête.
Voilà, très rapidement, j'ai brossé cet état des lieux du pourquoi et comment et les avantages de la mobilité électrique. Sachez que maintenant, vous avez des droits et des devoirs pour installer et favoriser la mobilité électrique. Prenons d'abord un petit peu de recul de par le réchauffement climatique. Pourquoi on en est là ? Certes, le Dieselgate est passé par là, mais surtout le réchauffement climatique. L'accord de Paris qui a été signé en 2016 visait à limiter le réchauffement climatique à 2 degrés par rapport à l'époque pré-industrielle. Malheureusement, on sait déjà que cet objectif ne pourra pas être atteint. Donc il est vraiment urgent d'agir. L'Europe, de son côté, a prévu d'atteindre une neutralité carbone d'ici 2050. Et 4 ans plus tard, en 2019-2020, l'État a voté la loi LOM, la loi d'orientation des mobilités. Donc cette loi prévoit l'organisation complète des mobilités sur leur territoire. La mobilité électrique n'en étant qu'une petite partie, mais c'est évidemment ce qui nous intéresse aujourd'hui. Et cette loi LOM prévoyait que d'ici 2040, on interdisait la fin de la vente des véhicules thermiques. Et comme on vient de le dire, cette date a été avancée en 2035, le Parlement européen de Strasbourg ayant été dans ce sens. Donc, vous, collectivités, vous avez, dans le cadre des autorités organisatrices de mobilité, les AOM, l'obligation donc d'organiser tous les services publics, transports réguliers, scolaires, à la demande, etc. Et tôt ou tard, ces transports seront électrifiés. Donc, ce n'est pas forcément de la science-fiction, ce n'est pas du futur lointain. Ça va devenir une réalité très, très rapidement. Et toujours dans ce cadre-là, chaque commune a la compétence et la possibilité, alors les mots ont leur importance, de créer, d'entretenir et d'exploiter des bornes de recharge pour véhicules électriques. Généralement, cette compétence a été transférée, la plupart du temps, au syndicat d'électricité, au syndicat d'énergie de votre département, ce qui est le cas en Côte d'Or avec le Syseco et Dijon Métropole qui, elle, a cette compétence de par son statut d'autorité organisatrice des mobilités. Et dans ce cadre-là, un schéma directeur d'implantation doit être mis en place, c'est-à-dire pour mailler le territoire de la façon la plus pertinente possible, de façon à installer les bonnes bornes au bon endroit, pour le bon usage et surtout à la bonne puissance. Et depuis cet été, la région Bourgogne-Franche-Comté orchestre un schéma de cohérence, met en place une étude pour mettre tout cela en cohérence, donc mettre tous les acteurs autour de la table, les collectivités, les syndicats d'énergie, le gestionnaire de réseau, des associations comme la nôtre, pour justement mettre en cohérence tout cela sur le territoire de la Bourgogne-Franche-Comté. Voilà, j'ai un débit un peu rapide, mais encore une fois, il y a tellement d'informations à vous donner. Le troisième chapitre est lui beaucoup plus pratique et technique. Ah, je croyais que la zapette ne fonctionnait plus. Ici, vous avez symbolisé une borne de recharge dite rapide, puissante. Mais en termes de vocabulaire, une borne de recharge comprend la plupart du temps 2 points de charge. C'est-à-dire que sur une borne, vous pouvez brancher 2 véhicules. Et pour te faire souffler un tout petit peu, Jean-Marc, effectivement, les points de charge, c'est ça que l'on compte en France. Hein. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, il y en a à peu près, on arrive à peu près à 70 000 points de charge. Et on était à 50 000 l'an dernier, donc on a augmenté de 50% le nombre de points de charge mis en service en un an en France. Et dans notre région, c'est le cas également. On voit notamment fleurir, non plus des points de charge, mais carrément des stations de charge, notamment des stations de charge rapides sur autoroute. Hein, tout est en train de s'équiper en ce moment. Et puis, il y a beaucoup d'initiatives privées, quoi, hein. D'où on en revient à cette coordination, hein, qui est pilotée par la région, qui est très, très importante, pour donner une vision un petit peu à tout le monde de ce qu'il faut faire et comment on peut compléter les initiatives privées et puis la démarche publique. Et pour brancher un véhicule électrique, il faut un connecteur, des câbles spéciaux. Alors le nom n'est pas très glamour, mais ce qui a été retenu, il s'appelle le standard de type 2. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est un standard unique sur tout le territoire européen. C'est-à-dire que tous les constructeurs automobiles ont maintenant l'obligation d'équiper leurs véhicules
de ce standard. Et au niveau des bornes, la même chose. Toutes les bornes sur le territoire européen doivent accueillir ce standard de type 2, ce qui simplifie énormément les choses pour recharger, brancher votre véhicule. En termes de technologie, il faut savoir que toutes les voitures électriques ne se rechargent pas à la même vitesse. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais retenez que votre voiture a une capacité de charge en interne qui a été décidée par les concepteurs de ce véhicule. Et de la même façon, vous avez plusieurs types de bornes qui vous sont proposées. Des bornes en courant alternatif, des bornes en courant continu. Alternatif, plutôt faible puissance, courant continu, pouvant aller jusqu'à 350 kW de puissance, si votre voiture, évidemment, accepte cela. Donc, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais en gros, retenez que pour recharger de façon la plus optimale possible, il faut que votre voiture accepte la puissance que la borne que vous avez en face, sur laquelle vous êtes branché, l'accorde. Et les choses se passent bien, sachant que plus vous allez monter en puissance en courant continu, moins vous allez passer de temps à recharger votre voiture. Mais tout ça, je l'explique bien en détail dans les réunions que j'anime. Et tout à fait, merci Jean. Et pour donner en fait, sur une borne de charge rapide, on reprend 80% de l'autonomie de la voiture en 20 minutes. C'est ça. Là, vous avez un schéma récapitulatif qui vous propose les différents types de charges et les différents types de courants. Soit sur la gauche en courant alternatif, c'est-à-dire que vous pouvez charger un véhicule électrique chez vous sur une simple prise. Évidemment, cette prise n'étant pas très puissante, le temps de charge va être long, mais c'est pas gênant. En fonction de l'usage et du besoin que vous avez de votre véhicule, c'est pas gênant que votre voiture mette beaucoup d'heures pour recharger. Sinon, vous avez la possibilité d'installer une mini-borne de recharge C'est vous, qui elle déjà offre une puissance de 7,5 kW. Sur le territoire, vous avez des bornes de 22 kW, donc 3 fois plus puissantes et 3 fois plus rapides pour recharger. Et ensuite, vous basculez vers le courant continu, où là, comme je l'ai dit, vous pouvez monter sur des puissances de 150, 200, 250, voire 300 kW de puissance. Donc, vous voyez que plus vous montez en puissance, plus le temps de charge diminue, ce qu'on disait à l'instant, entre 15 à 20 minutes. Alors au niveau des collectivités, vous avez évidemment un rôle essentiel, on vient de le dire, pour le développement et le maillage du territoire, pour différents types d'usages. Recharge résidentielle, on l'a dit, pour les personnes qui n'ont pas forcément la possibilité de recharger chez eux. Bon, les hubs de recharge, je vais passer, ça concerne également les véhicules, les bus, etc. Et comme je l'ai évoqué tout à l'heure, les recharges à destination. Donc là, sur tous les lieux d'intérêt public de votre commune, zone artisanale, zone économique, zone touristique, zone sportive, c'est évidemment tous des endroits où il y a des parkings. Et tant qu'à faire, autant utiliser le temps de stationnement pour recharger votre véhicule sur toutes ces zones. Actuellement, il faut savoir que l'ensemble des bornes sur le territoire sont réparties de la façon suivante. Ici, c'est indiqué société. Retenez plutôt sur l'espace privé, que ce soit les entreprises pour leur flotte de véhicules ou pour leurs collaborateurs, mais aussi toutes les enseignes commerciales, qu'elles soient grandes surfaces, restaurants, hôtels, centres touristiques, centres culturels, etc. En gros, c'est une moitié des points de charge de bornes qui sont proposées. Une presque moitié pour les particuliers. Ce que je disais, tout le monde est capable de recharger chez soi, si on a la chance d'avoir un garage ou une place de parking privative, avec une simple prise, voire une mini-borne de station de recharge à la maison. Vous n'avez que, pour l'instant, à peine plus de 5% de bornes de recharge sur le domaine public. Pourtant, ces 5% sont juste fondamentaux, cruciaux, pour que la mobilité électrique puisse continuer à fonctionner. On l'a vu, lorsqu'on va un peu plus loin, ou quand on est en transit, quand on a besoin de traverser toute la France ou de faire de nombreux kilomètres pour pouvoir se recharger et refaire le plein, pour pouvoir continuer son chemin. Et ce qu'il faut dire, effectivement, c'est que 95% du temps, on recharge son véhicule chez soi ou sur son lieu de travail. Hein, et donc, tout ça, ça fonctionne très bien, généralement la nuit, sur une petite puissance. Et il faut ramener aussi aux besoins. Hein. La moyenne des Français, c'est 30 km par jour.
toutes les voitures ont 300, 400, 500 km d'autonomie, donc il n'est même pas nécessaire de la recharger tous les jours si c'est pour les trajets quotidiens. Donc il faut relativiser un petit peu tous ces aspects. En tous les cas, plus on a du temps, plus on peut avoir une petite puissance qui est donc peu coûteuse aussi en termes d'installation. Parce que en moyenne, un Français fait 29 km par jour, ce qui sous-entend que 90% du temps, la voiture ne sert à rien puisqu'elle est à l'arrêt, dans un garage la nuit, sur un parking la journée, sur un autre parking le soir, quand on va faire des courses, quand on va voir un match, etc. Et il faut aussi savoir que 80 à 90% des recharges se font soit à domicile ou éventuellement sur le lieu de travail. Donc les recharges en dehors du domicile ne représentent que 10 à 20% des recharges. Alors, merci déjà pour toutes ces informations très pédagogiques. Même, vous voyez, vous n'avez pas besoin d'1h30. En 20 minutes, vous avez donné énormément d'informations très très précises. Je sais qu'il y a aussi un site internet sur lequel auquel on peut se référer. Je voudrais quand même vous demander quelles sont aussi les aides financières pour accompagner cette démarche que vous êtes en train de conduire et qui peut en bénéficier, comment ça marche? Ouais. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que les cas de figure sont très, très nombreux. Et qu'il nous reste 3 minutes. Il y a un site internet, il y en a même 2. Le premier, très simple à retenir, il est présenté ici. Ça s'appelle jeroulenenélectrique.fr. Et là, vous avez tout un jeu de questions-réponses, d'aide au choix, etc. C'est très bien fait. Un site qui est vraiment très, très bien fait. Ensuite, vous avez également des aides donc, financières, notamment dans le cadre du programme Advenir. Programme Advenir, c'est un programme de subvention qui est piloté par l'association Aver France et qui s'adresse aussi bien aux collectivités qu'aux entreprises privées en fonction de la borne, du type de borne, de la puissance de cette borne, de l'endroit où vous l'implantez, à qui elle est destinée, uniquement à vos collaborateurs, si vous l'ouvrez au public 7 jours sur 7 ou pas, etc. Bref, il y a des tas de cas de figure différents. Et pour avoir tous ces cas de figure, vous allez sur un autre site internet qui s'appelle advenir.mobi. N'oubliez pas le D, advenir.mobi. Retenez que vous pouvez obtenir une prime pouvant aller jusqu'à 30% et qui prend en charge les coûts de fourniture et d'installation, certes avec des plafonds, mais vous avez également une prime spécifique pour la modernisation de bornes qui pourraient se trouver sur le territoire. Par exemple, une borne à faible puissance en courant alternatif, vous décidez de la doper un peu pour passer en courant continu, vous pouvez bénéficier d'une prime pouvant aller jusqu'à 50%, prenant en charge les coûts donc de fourniture, d'installation et de modernisation de cette prise. Autre exemple, parce qu'on ne l'a pas évoqué, mais la mobilité électrique, c'est aussi les 2 roues. Donc, si vous souhaitez installer une borne de recharge pour des scooters, pour des vélos, là aussi, vous avez un autre cas de figure. Si vous souhaitez installer une borne pour votre flotte de collectivité ou permettre à vos agents de se recharger également pour recharger leur véhicule personnel, un autre cas de figure, une autre prime. Le bonus écologique pour l'achat d'un véhicule électrique est passé à 3 000 € pour les collectivités, sachant qu'à titre personnel, cette prime est plus importante. Mais vous avez également la prime de reconversion. Lorsque vous mettez un véhicule très polluant à la case, vous avez une surprime qui vient de s'ajouter à celle-ci. Autre aide, la Banque des Territoires, qui, elle, propose des prêts pour vous accompagner, déjà pour la rédaction, la mise en place d'un schéma directeur d'implantation de recharge, ou alors un prêt qui vient s'ajouter aux subventions que vous pouvez obtenir, donc prêt, somme à rembourser, pour le déploiement des infrastructures pouvant aller jusqu'à 50%. Voilà, j'en ai fini, sachant que donc ces sessions que nous pouvons organiser, encore une fois, sont totalement gratuites. N'hésitez pas à revenir vers nous. Comment on s'y prend, voilà, quel est le programme? J'imagine qu'il y a beaucoup de dates en janvier, février, mars. On prend contact. Le calendrier est ouvert. Je m'adapte aux demandes. Non, je m'adapte aux demandes, tout simplement. On m'appelle ou alors contact@bfcme-asso.fr, tout simplement. Très bien. Pour rentrer en contact. Merci beaucoup, messieurs. Thierry Brossier, Jean-Marc Jacques, un mot beaucoup pour conclure. Écoutez, merci pour cette animation et puis au public qui était présent. Donc nous restons évidemment à votre disposition. On a vu que les collectivités locales étaient très... C'est le stand 62. C'est le stand 62. Nous sommes là jusqu'à ce soir, bien sûr. Venez nous rendre visite.
Les collectivités locales ont un rôle à jouer. Elles sont vraiment un acteur important dans cette transition énergétique dans le domaine des transports. Donc, venez à notre rencontre et nous irons aussi dans vos territoires porter ces formations et porter ce programme pédagogique. Merci messieurs, on vous applaudit. Merci Beaucoup. Bon salon.